d'Ivoire qui est par ailleurs, pour l'instant, plutôt épargnée par l'insécurité au Sahel et la progression de l'islam radical, premier rempart à l'extrémisme, la communauté musulmane elle-même qui s'est constituée autour d'une organisation très puissante, le Conseil supérieur des imams, le COSIM, une structure qui modère, contrôle et surveille avec attention tout ce qui se rapporte à la religion. Anthony Fouchard. Vous écoutez Radio Al-Bayan, la voix de l'islam éternel pour l'éternité. Daoud Traoré est à la technique, à ce microphone, Siriki Baro. Nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, la bienvenue à tous et à toutes. C'est parti pour 4 heures d'antenne entièrement dédiées à la promotion de l'islam. C'est la ligne éditoriale de la radio Al-Bayan, 25 langues, 70 émissions, la station la plus écoutée en Côte d'Ivoire. Nous avons enregistré le sermon de l'imam Doumbia au quartier municipal. Nous avons également réalisé une collecte. De l'autre côté de la vitre, un technicien se dépêche. Le sermon du vendredi doit être rediffusé et contrôlé. Rien ne passe à l'antenne sans être validé par un comité d'écoute. Le comité d'écoute de Radio Al-Bayan ici à Boaké est composé d'imams, de personnes qui font vraiment l'unanimité auprès de la communauté. Ils font de sorte que les messages que nous allons diffuser, que le contenu de l'émission soit vraiment un contenu qui ne pose pas de problème. Sans extrême. Sans extrême, voilà. Pour un enseignement, ce sera en langue yoruba. Ne pas laisser le djihadisme armé s'installer en Côte d'Ivoire. La radio Al-Bayan est un des outils mis en place à cet effet par le COSIM, le Conseil supérieur des imams, une organisation puissante avec des relais partout dans le pays. Il est installé, notre imam. Comment est-ce qu'on a les yeux partout? Ce ne sont pas des espions. On n'a pas d'espions. Mais nous avons organisé le COSIM au niveau de Boaké de telle sorte que nous sommes au courant de ce qui se passe dans chaque mosquée. Quand quelqu'un commence à lancer des messages, quand on pense que ce message il est un peu trop osé, nous le rappelons, nous rappelons cette personne à l'ordre. On l'appelle. On ne laisse pas pourrir la situation. Des yeux partout. Il est par exemple impossible pour un imam étranger de venir prêcher en Côte d'Ivoire sans obtenir l'autorisation du COSIM et du gouvernement. Dans la mosquée du quartier principal, le sermon de l'imam Doumbia porte aujourd'hui sur la colère, surtout celle des jeunes sans emploi, plus sensibles forcément à l'appel de pied de mouvements djihadistes, comme c'est le cas au Mali ou au Burkina Faso. La situation économique aussi qui provoque un certain nombre de choses de ce genre. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, de façon modérée, ça va. Il n'y a pas un certain nombre de choses chez nous ici. Mais il faut que ça n'est pas seulement les musulmans, les imams qui vont faire le travail. Il faut que l'environnement économique, l'environnement social aussi nous aide dans ce sens. Un message directement adressé aux gouvernants, même si l'État ivoirien n'est pour l'instant pas resté les bras croisés. Contrairement au Mali voisin, ici, pas de financement des mosquées et madrasas par des pays du Golfe. Et pour cause, le gouvernement a intégré les écoles coraniques au système éducatif classique dès 2010. Une alliance gagnant-gagnant, l'État garde un œil sur sa jeunesse. Les écoles obtiennent un financement régulier. C'est dû aux besoins du moment. C'est un besoin national. C'est un enjeu éducatif et social. La Côte d'Ivoire reste pour l'instant relativement protégée, mais pour combien de temps? Les discours extrémistes et leurs prêcheurs attendent en embuscade. Dernier exemple en date lors de la pandémie de Covid-19, où des prédicateurs radicaux se sont opposés à la fermeture des lieux de culte et au port du masque. Anthony Fouchard, bonsoir. Bonsoir. Vous revenez donc de Côte d'Ivoire. La montée du radicalisme et du djihadisme dans la sous-région, notamment dans les pays frontaliers, Mali, Niger, Burkina, inquiète les autorités ivoiriennes. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire reste épargnée. On a vu quelques-unes des stratégies dans votre reportage. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de djihadisme, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou au Sahel en général, c'est que les terroristes s'implantent toujours là où il y a un terreau fertile. Et par terreau fertile, c'est souvent des zones abandonnées ou délaissées totalement par l'État.
l'État, parfois pendant plusieurs décennies. Et donc on l'a vu dans le reportage, en Côte d'Ivoire, il y a une collaboration étroite qui n'existe pas dans les pays voisins entre les organisations religieuses, là les organisations musulmanes, mais aussi chrétiennes, et le gouvernement. Et ce maillage en fait très étroit qui a été constitué ces dernières décennies sur le territoire a permis d'une manière ou d'une autre de garder le contrôle. On évoquait justement ces écoles confessionnelles. La prise de conscience de l'État ivoirien, elle date pas d'hier, elle date d'il y a maintenant presque 10 ans où ils se sont rendus compte qu'il fallait garder la main mise, garder un réseau d'informateurs pour prendre le problème à la racine. Alors vous parliez des écoles confessionnelles par l'État ivoirien. En quoi est-ce important, ce financement notamment ? Alors ça pourrait paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout parce qu'on touche là à un problème essentiel qui est celui de l'inclusivité ou du sentiment d'appartenance. Je dis que c'est essentiel parce que les terroristes au Sahel, Mali, au Burkina ou au Niger, ils recrutent localement et ils tentent de recruter localement aussi en Côte d'Ivoire puisqu'on sait qu'il y a des installations, en tout cas des tentatives d'installation à la frontière notamment entre le Burkina et le nord de la Côte d'Ivoire. Recruter localement, c'est recruter des jeunes en déshérence, peu formés, pas formés du tout, et donc évidemment plus sensibles aux discours extrémistes et à terme éventuellement qui rejoignent ces groupes terroristes. Alors financer ces écoles confessionnelles, c'est gagnant-gagnant, c'est ce qu'expliquait le directeur de l'école dans le reportage. L'État s'épargne les ingérences étrangères, notamment le financement venant de pays du Golfe, et garde un œil sur l'ensemble de sa jeunesse, et donc encore une fois devance le problème et n'est pas obligé d'y faire face militairement, même si d'une manière ou d'une autre, il va devoir gérer ça aussi avec les forces de l'ordre. Mais du coup, militairement, il se prépare également en quelques secondes. Militairement, oui. La Côte d'Ivoire a été frappée en 2016 à Grand-Bassam, et là, très récemment, en juin, à Kafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, ça arrive, c'est-à-dire le problème arrive. Ce qui est intéressant, par contre, de constater, c'est que l'attaque de Kafolo a été menée par des Burkinabés et pas des Ivoiriens. Et ça veut dire que pour l'instant, la stratégie marche encore. Anthony Fouchard, merci, journaliste reporter TV5 Monde. Et puis au Mali.